Le quart d'heure des éditorialistes d'Europe 100, Nicolas Poincaré. Le quart d'heure des éditos avec, pour l'actualité internationale, Isabelle Horry qui est avec nous depuis Bruxelles. Pour la politique, Natacha Polony. Et pour l'économie, Emmanuel Dutheil. Emmanuel, on commence avec vous parce qu'on découvre ce soir le plan de sortie de crise pour le site d'Alstom de Belfort. Oui, ça se précise et au moins à court terme, on peut l'affirmer ce soir, le site de Belfort est sauvé. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il va y avoir notamment des commandes. Et ça, c'est vraiment pour régler l'urgence. Concrètement, il va y avoir 6 rames pour le Paris-Milan. On l'avait révélé ici sur Europe 1. Elles seront commandées directement par la SNCF. Mais surtout, il va y avoir 16 TGV commandés cette fois directement par l'État. 16 TGV, ça coûte quand même près de 500 millions d'euros. Cette commande, c'est vraiment la bouffée d'air indispensable pour permettre au site de Belfort de respirer un peu. Ça va apporter, on va dire environ 2 ans de travail et c'est très important puisque ça va permettre d'aller, a priori, jusqu'au TGV du futur qui, lui, devrait arriver aux alentours de 2020. Donc, des commandes, Emmanuel, mais est-ce que ça va suffire ? Non, c'est clair, ça ne va pas suffire. Il va donc y avoir 2 annonces à plus long terme demain matin. Il va y avoir des investissements qui devraient être réalisés pour se préparer à faire des bus électriques aux alentours de Belfort. Ça, c'est important. Et puis surtout, le site de Belfort va devenir un centre européen de maintenance ferroviaire. Là aussi, il va y avoir des investissements. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va faire très simple. On va dire que d'une certaine manière, le site de Belfort pourrait devenir aussi une sorte de clinique des trains. Et là-dessus, on est sur des engagements qui vont être a priori un petit peu plus flous. On est sur quelque chose sur le long terme. Ouais, mais est-ce que ça veut dire que le site est sauvé ? Oui, je vous le disais tout à l'heure, mais vraiment on parle pour le moment à court terme. Mais la question quand même, Nicolas, qu'il faut vraiment se poser ce soir, c'est à quel prix ? On parle quand même d'une commande publique de près de 500 millions d'euros. Clairement, l'État s'est vite rendu compte qu'il n'était pas possible, par exemple, d'accélérer les appels d'offres en cours. Il a donc décidé d'investir directement. Ce n'est pas la première fois qu'il achète directement des trains, mais ça envoie quand même un message assez fou. C'est quoi ce message ? Vous avez besoin d'aide ? Eh bien, l'État arrive pour vous sauver. Avec ces annonces qui seront officialisées demain, l'État va ouvrir une sorte de boîte de Pandore. Moi, je serais syndicaliste dans une entreprise qui pourrait licencier. J'irais directement taper à la porte du gouvernement pour lui dire: eh oh, vous allez aider Alstom, pourquoi pas nous ? Cette victoire médiatique pourrait donc se retourner contre lui. C'est impossible de venir bien évidemment au secours de toutes les entreprises. Donc clairement, on est dans une démarche électoraliste. Voilà, seulement vous n'êtes pas syndicaliste, Emmanuel Dutheil, vous êtes chef du service économie à Europe 1. On passe à la politique, Natacha Polony. On a entendu Nicolas Sarkozy ce week-end tempêter contre l'éventualité d'électeurs de gauche qui viendraient à la primaire de la droite et du centre. Alors c'est un débat qui est en train de prendre de l'ampleur. Est-ce qu'il y a un risque de tricherie ou bien est-ce que c'est un usage légitime d'un droit démocratique pour les gens de gauche d'aller voter à la primaire de la droite ? Alors d'abord, il faut parler des chiffres, même si on est totalement dans le flou. Il y a quand même une enquête Cevipof sur 18 000 personnes qui concluait il y a quelques jours que près de 10% des électeurs de la primaire pourraient être des sympathisants de gauche. Ça commence à faire quand même beaucoup. Et 66% viendraient voter Alain Juppé pour faire barrage à Nicolas Sarkozy. On comprend qu'il s'affole, Nicolas Sarkozy. Bon, la réponse du camp d'en face et celle de certains sondeurs, c'est de dire qu'il y aurait aussi des électeurs d'extrême droite qui viendraient voter, que du coup ça équilibrerait. Sauf que là-dessus, on n'a pas de chiffres et qu'on comprend moins bien la stratégie de la part de gens qui sont sûrs d'avoir leur candidate au second tour, sauf à penser qu'ils cherchent le meilleur adversaire pour leur candidate. Ouais, mais ça devient compliqué. Ouais. Mais est-ce que, selon vous, Natacha, ça fausse le jeu démocratique ou pas ? Le fait qu'il soit très difficile de répondre à cette question nous prouve qu'il y a quand même un problème avec le principe même des primaires. On voit très bien ce qu'il y a de gênant à penser que des électeurs de gauche vont signer une déclaration sur l'honneur disant qu'ils se reconnaissent dans les valeurs de la droite. Et en même temps, c'est fatal à partir du moment où on accepte l'idée de primaires ouvertes. On transforme les électeurs en spécialistes du billard à 3 bandes. Et c'est amplifié par le jeu des médias qui explique que la primaire de droite désignera le vainqueur de la présidentielle et par les instituts de sondage qui, eux, ont intérêt à avoir 2 scrutins de plus qu'avant, le bonheur pour eux. Oui, mais sauf que les primaires, Natacha, ça marche partout ailleurs. Oui, mais ça nous prouve tout simplement que l'importation en France d'un système calqué sur le fonctionnement des institutions américaines, au lieu d'apporter davantage de démocratie, verrouille encore plus des institutions françaises qui sont déjà tordues, déjà viciées. La Ve République, elle a été conçue pour sortir de l'emprise des partis. Peu à peu, ils se sont réimposés contre la légitimité plébiscitaire d'un homme qui porte un projet face au pays, c'était ça l'idée. Et aujourd'hui, le PS et l'UMP se débrouillent pour empêcher toute émergence d'une candidature hors système et pour compenser le fait qu'il n'y a plus qu'un tour à la présidentielle puisque Marine Le Pen est quasiment assurée d'arriver au second tour. D'ailleurs, les barrières à l'entrée, le
parrainage de 250 élus dans 30 départements, de 2500 adhérents, ça prouve que ces primaires n'ont rien de véritablement ouvert. C'est ouvert tant que vous êtes validé par le système et quiconque se présente en dehors est un diviseur. Regardez à gauche, Montebourg, il a été obligé de s'y plier. C'est un système né de la panique post-21 avril 2002 et ça aura pour conséquence de renforcer le phénomène d'élection par défaut, par élimination du pire. Alors Nicolas Sarkozy pour les uns, François Hollande pour les autres. Aucun projet fédérateur, aucune alternative réelle. Et après, on s'étonnera que la colère monte encore d'un cran. En fait, c'est pas du tout gaulliste et c'est ça qui vous énerve. C'est pas que c'est pas gaulliste, c'est que c'est pas démocratique. Là, ça ne l'est plus du tout. Il faudra vous faire dialoguer un jour à l'occasion avec Olivier Duhamel, qui mais est on dialogue un des sur inventeurs. Mediapolis tous les samedis et en effet, c'est un débat crucial. Et c'est un des inventeurs de la primaire, Bien c'est sûr. pour ça qu'on dit ça. Merci Natacha. On passe à l'étranger maintenant avec Isabelle Horry qui est en ligne avec nous de Bruxelles. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Et vous nous parlez d'une grève qui a eu lieu aujourd'hui en Pologne et c'est une première là-bas, une première dans l'histoire de la Pologne, une grève des femmes. Oui, une grève générale des femmes, en fait, pour défendre leurs droits contre une proposition de loi qui vise à interdire presque totalement l'avortement. Alors aujourd'hui, des dizaines de milliers de Polonais ne sont pas allés travailler, d'autres n'ont pas envoyé leurs filles à l'école et d'autres encore sont en train de manifester en ce moment même à Varsovie. Ça s'appelle la protestation noire parce que tous ceux et toutes celles qui s'y associent s'habillent dans cette couleur. Alors, ils et elles protestent contre un texte qui vient d'être soumis au Parlement polonais et qui prévoit que, sauf en cas de risque extrême et immédiat pour la vie de la mère, l'avortement sera interdit et que celles qui continueront d'avorter clandestinement et les médecins qui les aideront pourront être condamnés à 5 ans de prison. Un projet pour une nouvelle loi, donc Isabelle, alors que la Pologne a déjà une des lois sur l'avortement les plus strictes d'Europe. Mais oui, parce que actuellement, l'interruption volontaire de grossesse n'est déjà possible qu'en cas de viol ou d'inceste, ou si le fœtus n'est pas viable, ou si la grossesse est dangereuse pour la mère. Alors c'est déjà bien plus restrictif que chez nous, où l'IVG peut avoir lieu jusqu'à la 12e semaine de grossesse. Mais ça ne suffit pas aux plus conservateurs, de plus en plus puissants dans le pays. Et donc, à l'initiative de cette nouvelle proposition, il y a une pétition qui a recueilli 500 000 signatures. Et elle émane d'une sorte d'organisation de juristes qui milite pour les valeurs traditionnelles et pour la famille. Et est-ce que cette loi a des chances de passer? Parce qu'on sait que la Pologne a un gouvernement très à droite, très catholique. Eh bien, paradoxalement, le gouvernement, tout populiste et catholique qu'il est, il est un peu gêné aux entournures. Alors bien sûr, sur le fond, ce texte rejoint ses valeurs, mais en même temps, il choque la majorité de la population. 70% des Polonais sont contre, selon les sondages. Et en plus, il attire l'attention de la communauté internationale. Le Parlement européen va débattre en urgence mercredi de la situation des femmes en Pologne. Même les Nations Unies sont en train de s'inquiéter. Et alors après la Hongrie et son référendum contre les réfugiés ce week-end, la Pologne c'est le deuxième pays de l'Europe de l'Est qui fait parler de lui. Ouais, alors c'est pas pour rien que le Premier ministre hongrois et l'homme fort de Pologne, Jarosław Kaczynski, sont de grands amis, mais pas vraiment des grands amis des libertés publiques. Chez eux, 25 ans après la fin du rideau de fer, il y a un vrai recul en arrière. Imaginez quand même que sous le communisme, l'IVG était totalement légal en Pologne. Alors comme Budapest, Varsovie est effectivement dans le collimateur européen depuis un moment. Bruxelles a même lancé une procédure lente et timide pour violation de l'état de droit, mais ça concerne seulement le manque d'indépendance de la Cour constitutionnelle, car sur l'avortement, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est une compétence nationale et la seule chose qu'on peut faire, c'est en parler. Voilà, et c'est ce que vous venez de faire. Merci Isabelle Horry avec Natacha Polony et Emmanuel Dutheil.